Donc aujourd'hui, je vais parler du Kanem Borno. Nous sommes dans la zone de la savane, autour de la région du lac Tchad, habitée par des peuples pasteurs agriculteurs depuis très très longtemps. Au nord, cette savane va se transformer lentement en désert. Et on va voir, c'est l'élément nomade qui va prédominer. Beaucoup d'éleveurs de bétail, de dromadaires, etc. On peut dire aussi que le Kanem Borno fait partie des grands empires de l'Afrique médiévale que nous avons eu à évoquer ici, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, depuis le Ghana, le Mali, le Songé, mais nous avons aussi parlé du Bénin. Nous avons parlé également du Monomotapa en Afrique australe et sans doute nous parlerons la prochaine fois du Grand Congo. Donc le Kanem Borno également, c'est un très grand empire qui a atteint son apogée vers les 15e et 16e siècles. Au début, c'était un royaume qui deviendra un empire. Comme tous les empires, au début, c'est des royaumes et puis qui deviennent des empires. Une sorte donc d'État fédéré. Au début, on parlait du royaume du Kanem, puis avec une alliance avec le Borno. Et je vais y revenir. Alors, pour contextualiser, pour situer la région aujourd'hui géographiquement, on peut dire que au moment où le Kanem Borno a atteint son rayonnement, son sommet, on peut dire que sa superficie était estimée à environ 2 millions de kilomètres carrés. C'est quand même assez vaste, donc c'est pratiquement 4 fois la superficie de la France. Et sur le plan démographique, on estimait à cette période-là à 30 millions d'habitants. Et aujourd'hui, ce sont les pays, par exemple, le Tchad, une grande partie en tout cas du Tchad, une très grande partie du nord Nigeria, une bonne partie du Niger, et même le nord de la Libye, une partie du Soudan actuel, et le nord du Cameroun faisait partie de ce royaume, donc de cet empire que nous appelons le Kanem Borno. Donc vous voyez, c'est un grand empire au cœur de l'Afrique centrale, mais aussi qui touche l'Afrique de l'Ouest, qui touche l'Afrique du Nord, et donc véritablement un empire très vaste. Pour la question des sources, comment est-il possible pour nous aujourd'hui d'étudier et d'apporter des informations sur le Kanem Borno, qui a débuté comme royaume au 8e siècle et puis qui a quand même duré jusqu'au 19e siècle. Alors les sources qui ont permis de retracer l'histoire du Kanem Borno sont constituées de témoignages écrits qui sont l'œuvre des géographes aussi arabes, comme nous l'avons vu au Ghana, Mali, Songé. Mais aussi il y avait des lettrés autochtones qui sont soit islamisés très tôt ou qui avaient voyagé ou étudié. On avait des textes également qui ont été laissés par des explorateurs européens. Il ne faut pas oublier que les explorateurs ont été sur les côtes, mais certains d'entre eux aussi progressivement, même si c'est assez tardivement, ont pénétré à l'intérieur du continent africain. Certains se sont rendus autour de la Tchad et nous ont laissé des informations. Enfin, nous avons la tradition, les fouilles archéologiques qui apportent également des informations. Ici, contrairement au Mali, Ghana, Songé, la tradition orale apporte un certain niveau d'information, mais de façon assez tardive. C'est pour ça que nous privilégions les sources déjà citées que la tradition donc, orale. Nous ne pourrons pas rentrer en détail sur les sources qui les ont écrites, parce que nous en avons parlé pour le Mali, le Songé, le Ghana, c'est pratiquement les mêmes auteurs, en tout cas c'est dans la même dynamique. Et nous ne pourrons pas ici prendre le temps de rentrer dans les détails pour les sources. Pour ce qui est aussi des sources européennes, comme j'ai dit, c'est pratiquement à partir du 15e siècle avec les explorations portugaises, et puis on va voir comment on appelle ça, les Hollandais, les Britanniques, les Allemands également vont laisser des informations sur le Kanem Borno, notamment au 18e aussi, 18e siècle. Excusez-moi. J'aimerais juste ajouter aussi que
il y a une certaine fédération, donc un certain nombre de royaumes pour concerne tout ce qui est des empires. Notons que la pénétration de l'islam a apporté l'écriture dans le Soudan central. Donc le Soudan étant ce que les Arabes ont appelé le Bilad du Soudan, donc le pays des Noirs. Nous avons le Soudan occidental, donc qui correspond dans certaines régions du Mali, du Sahel et de la savane ouest africaine, et le Soudan central, donc, à savoir le Tchad, le Soudan actuel et toutes ces régions aussi de la savane du Sahel. Alors, pour ce qui est du passage des sources écrites, il faut savoir, c'est pratiquement les géographes arabes, les lettrés, qui ont vraiment apporté un certain nombre d'informations. Les sources archéologiques ont été beaucoup plus tardives. C'est pratiquement au début du XXe, c'est comme par exemple le Ghana, le Mali, où on a attendu récemment pour faire des fouilles, avoir des informations. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est l'origine de ce royaume qui deviendra empire, son évolution. La première mention du nom Kanem dans les sources écrites est due à l'auteur arabe. Donc, c'est pour cela que je dis que les sources arabes sont très très importantes pour l'étude de l'histoire de l'Afrique depuis l'islamisation pratiquement jusqu'à une certaine période. L'auteur s'appelle Al-Yaqoubi. C'est en 872, donc vers la fin du 9e siècle. Il nous apprend qu'à son époque, le Kanem était sous la domination d'un peuple du nom de Zagawa. On connaît aujourd'hui les peuples Zagawa qui sont non seulement au Tchad, mais aussi dans le Darfour. Et Al-Yaqoubi nous informe que c'est eux. Le même peuple est aussi mentionné par un autre géographe arabe du nom de Ibn Qutayba. Vers la fin du 9e siècle également, parce que Ibn Qutayba, d'après les sources, il serait mort en 889. À la fin du 10e siècle, un autre géographe arabe du nom de Al-Mughlabi produit d'intéressantes informations sur le roi des Agawa, dont il ressort parmi d'autres que son royaume correspondait à celui du Kanem. Voyons donc des sources qui mentionnent ce royaume de Kanem dans l'actuel Tchad depuis pratiquement le 9e siècle. D'autres sources également, selon par exemple l'auteur arabe Ibn Saïd, les Agawa seraient les ancêtres païens de la dynastie de Saïfawa. Le royaume était effectivement hérité de leurs ancêtres. Le fondateur de la dynastie, mentionne-t-il, fut Umayy, 11e, plus tard donc pour les Saïfawa, 11e siècle. Mais d'autres sources également disent quelque chose qui ne va pas dans ce sens-là. À savoir que le Kanem était créé par des peuples différents, un peu avant les Agawa. Donc c'est des informations parfois qui ne vont pas dans le même sens, mais qui finalement, en tout cas, montrent qu'il y avait un royaume et que c'est ce royaume-là qui va s'agrandir et donner plus tard ce qu'on appelle le Kanem et le Bornou qui se sont fusionnés. Si nous revenons donc au début, il est indispensable de préciser que le royaume du Kanem était dirigé, si on croit les auteurs arabes, par les Agawa, mais si on croit les autres sources, notamment tchadiennes ou bien l'archéologie, on parle des peuples d'Ougoua, qui est une aristocratie qui choisissait un roi au sein d'une aristocratie autour, en fait. Et ça, c'est expliqué par un grand spécialiste du Kanem Bornou du nom de Barkindo, sans doute originaire au Nigeria. Son livre est en anglais. Il nous informe que ce seraient les Dogawa. Ressemblant à agriculteurs et éleveurs, le royaume était composé de différents groupes ethniques capables d'utiliser les techniques de travail du fer et de l'équitation. D'ailleurs, ces différentes populations ont donné naissance à l'ethnie Kanembo, qui parlait une langue nilo-saharienne. Située au cœur de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, cette région a bénéficié de contacts commerciaux avec différentes parties de l'Afrique. Il est aussi admis que très tôt, le royaume du Kanem a cherché à contrôler les routes commerciales vers Tripoli et l'Égypte, et il a fondé son pouvoir sur le commerce transsaharien. En plus de cela, il est accepté que le Kanem avait une organisation militaire
assez efficace qui a permis de conquérir des régions. C'est ça, en général, les royaumes se dotent d'une armée puissante, se mettent à conquérir et intègrent des royaumes pour former des empires. C'est ça qu'on a vu également dans les autres empires de l'Afrique médiévale que nous avons parlé. L'État du Kanem-Borno a survécu jusqu'au 19e siècle, plus précisément, on peut dire, jusqu'à 1900. Par exemple, le dernier régent, donc le dernier dirigeant, c'est Rabat Ibn Fadala. Rabat, donc c'est celui du Soudan et du Tchad, en tout cas, un grand résistant anti-colonisation et qui a été tué donc par le colonisateur français dans la ville de Kousséri, si mes souvenirs sont exacts. Et Kousséri se trouverait aujourd'hui dans le nord du Cameroun. La capitale du Kanem, à son premier apogée, fut la ville de Ndjimi. Kanem a connu deux capitales. La première, donc, c'est vraiment Ndjimi, dans l'actuel Tchad. Cependant, avant l'avènement de cette ville, l'état des Agawa, comme celui de Safaya, avait pour centre Manan, qui fut la résidence des rois de Goua pendant un siècle, et au moins Ndjimi, celle de 3 Sefers pendant 3 siècles. À la fin du 14e, lorsque les Sefers furent contraints de quitter définitivement le Kanem, que Ndjimi perdit son statut particulier pour devenir une ville comme les autres, on va voir la capitale va également changer. Il y a eu des changements, notamment une force qui va être plus dans la dynamique du Borno dans l'actuel Nigeria. Un autre aspect considérable qu'il faut souligner dans l'évolution du Kanem-Borno concerne son étendue territoriale que nous avons mentionné. Basé sur le Kanem, le centre de l'Empire s'est déplacé à l'ouest vers le lac Tchad au cours du XIIIe et XIVe siècle en raison de la détérioration des conditions climatiques. En effet, la progression continue du Sahara était un des facteurs ayant favorisé la migration des peuples, notamment les peuples Kanembou, vers les terres les plus fertiles du Borno. Cette région était déjà devenue le centre économique de l'Empire au XIVe siècle, malgré le fait que les Sefewa résidaient toujours en Ndjimi. La capitale était qu'ils avaient construite au Kanem, donc la ville de Ndjimi, majoritaire musulman à partir du règne du Maï. Ici, le Maï, c'est le titre que portaient les rois, notamment depuis le Kanem. En Afrique, les empereurs ou les rois avaient des titres. On a vu qu'au Ghana, c'était le Kayamagan, au Mali, c'était le Mansa. On a vu au Songhai, ça a été d'abord les Dja, la dynastie des Si, et puis la dynastie des Soni, et enfin la dynastie des Askia. Donc, il y avait ici, alors, donc, nous avons le Maï qui servait de titre pour désigner les rois. Le Kanem atteignit son apogée sans doute avec le Maï Dunama d'Ibalami vers 1200, qui a régné de 1210 à 1248. Et il a étendu donc, l'expansion du Kanem vers le Fezzan et le Nil. Le Fezzan, donc, c'est une région donc, qui touche aujourd'hui la Libye en allant vers l'Égypte. Et il noua des relations avec les royaumes berbères, en particulier le peuple almohade qui s'était installé dans cette région-là. À sa mort, le royaume se morcela rapidement. De plus, dans la seconde moitié du XIVe siècle, après 2 siècles de guerre civile, le Kanem a été capturé par l'aristocratie guerrière de Boulala et les Sao venus de l'Est. Pour échapper à ces attaques extérieures, les souverains du Kanem durent se réfugier sur la rive ouest du lac et fondèrent le royaume Bornou en 1395. Ce qui nous amène à voir une évolution, donc une deuxième dynamique de ce royaume-là qui va devenir vraiment empire avec la fusion des résidus donc, du Kanem et le Borno. La fusion du Kanem et du Borno a également donné naissance à un nouveau groupe ethnique connu sous le nom de Kanuri. Alors le peuple Kanuri aujourd'hui, on le connaît, il est majoritairement au Nigeria, mais on peut le retrouver aussi dans les pays de la sous-région, notamment au Niger ou au Tchad également. Un des principaux groupes ethniques actuels. En conséquence, la langue nilo-saharienne, le Kanuri, est devenue la Franca Lingua, un peu comme le Bambara ou le Malinké, le Mandé dans l'Empire du Mali, ou le Soninké dans l'Empire du Ghana, par exemple. Si le royaume du Kanem est parvenu à son apogée au XIIIe siècle sous
Dounama Daba Lami. L'État fédéré du Kanem n'a tenu son sommet qu'au XVIe siècle et au début du XVIIe sous le règne d'un grand souverain qui a vraiment marqué son empreinte sur le Kanem Bornou en tant qu'empire. Et son nom, c'est le Maï Idriss Alaouma. Idriss Alaouma a régné de 1580 à 1603. À cette époque, le Kanem Bornou s'étirait vraiment jusqu'au nord de Tripoli, dans l'actuelle Libye. Vraiment beaucoup d'espace. C'est aussi un royaume qui a connu une certaine évolution, notamment on a vu de très belles choses, une organisation économique très importante, une bonne organisation politique et une cohésion sociale, comme nous l'avons décrit dans nos livres L'Afrique des grands empires, 1000 ans de prospérité économique, d'unité politique, de cohésion sociale et de rayonnement culturel. Cette cohésion sociale, ce dynamisme économique, également, on le retrouve ici. Situé au croisement des routes de la vallée du Nil, des régions forestières du sud de la vallée du Nil donc, et de la Méditerranée, le bassin du Tchad est le plus grand carrefour des civilisations au sud du Sahara. Il semble que dès le 7e siècle de l'ère chrétienne, la route du Sahara central ait été fréquentée par des petites caravanes faisanaises, donc du faisan de l'actuelle Libye allant vers l'Égypte. Sans l'existence de cette route, il serait difficile voire impossible pour le conquérant arabe Uqba ibn Nafi de pénétrer jusqu'à Kawar, comme l'affirment les sources datant du 8e au 9e siècle. C'est parce que le tracé de la route était établi avant lui par des commerçants, soit des Berbères, soit des Agawa, et que Ibn ibn Nafi a été en mesure d'atteindre la région du lac Tchad. Le Kanem Bornou était en effet très riche grâce aux profits tirés du commerce à travers le Sahara, donc la même économie que l'Empire du Mali, du Ghana et du Songhai finalement. Ce commerce reposait sur plusieurs produits. Sous la dynastie des Saifawa, les sultanats du Kanem à l'est du lac Tchad, puis de Bornou à l'ouest furent entre le 11e et le 19e siècle des acteurs majeurs du commerce transsaharien. Et ça, c'est bien expliqué dans un livre écrit par Zeltner en 1992. Les premières sources concernant cette histoire montrent que les souverains du Kanem échangèrent avec Tunis ou l'Égypte. Avec la Tunisie, donc la capitale actuelle Tunis, et jusque l'Égypte. Ils indiquent aussi la place qu'occupait la ville de Tripoli, qui devint une interlocutrice privilégiée des rois Sefawa après la restauration de leur État dans la région du Bornou au XVe siècle. En contrôlant la route commerciale à travers le Faisan vers l'Afrique du Nord, le Kanem Bornou était l'un des principaux acteurs de la traite esclavagiste aussi. Nous avons vu comment progressivement aussi s'est mise en place toute cette économie aussi autour de l'esclavage. Au début aussi difficile soit-il, disons, il faut donner quand même une estimation que vraiment beaucoup non seulement de marchandises tirées de l'Empire, mais aussi d'autres marchandises et des esclaves sont passés par là pour aller vers le Maghreb et puis l'Orient et même la Méditerranée. Et ce sont ce même circuit où on va avoir des produits également qui viennent de l'autre côté pour aller dans le Kanem Bornou. Les caravanes traversant le Sahara étaient donc les principaux fournisseurs de marchandises pour le Kanem ou du Kanem vers leur côté. Il est également frappant de constater que la capitale du Kanem Bornou, donc quand le Kanem Bornou a atteint son apogée, cette capitale s'appelait Birni Gazazar Ngamo, était située au cœur de la région productrice de sel du Bornou. Ce sel était vendu dans le Soudan central et était utilisé dans l'industrie textile et à des fins médicinales et culinaires. Le commerce du sel n'atteignit pas la même dimension transsaharienne que la traite, par exemple, mais il était quand même un des éléments importants de l'économie. On a aussi d'autres produits venant donc en provenance du Kanem Bornou vers le Faisan, les centres de la Méditerranée. Ces produits donc sont composés par exemple de défense d'éléphants, la trompe d'éléphant, les plumes d'Autriche, les animaux vivants, des produits d'agriculture, etc., etc. Et à partir du nord, le Kanem aussi recevait par exemple des vêtements, des étoffes, et aussi des armes en fer en provenance donc de la Méditerranée, du Maghreb, etc., etc. L'économie du Kanem Bornou donc reposait sur des taxes également, donc on appelait les fiefs.
qui ont permis de faire entrer des devises. L'agriculture occupait une place importante dans l'économie de l'Empire, comme nous l'avons vu pour le Mali, le Ghana, le Songhay, le Bénin. Ici, l'agriculture a joué un rôle très très important, notamment dans les régions très fertiles, surtout du Borno. Le centre économique du royaume est devenu finalement les villes de Borno. Et ça, on peut regarder par exemple le livre intitulé The Kingdom and People of Tchad, qui mentionne cet aspect de l'agriculture dans le Kanem Borno. Pour faire assez rapidement et parler maintenant avant de parler de l'organisation politique, il faut aussi rappeler que les géographes arabes également ont mentionné cette économie qu'ils ont trouvée au Borno. Par exemple, Al-Idrissi, dès le XIIe siècle, il parle de l'alon du Kawar qui était très recherché en Afrique du Nord, mais qu'on va aller chercher dans le Kanem Borno, par exemple, à travers les essences commerciaux. Pour ce qui est de l'organisation politique, on peut dire que l'organisation interne du Kanem Borno était sophistiquée, bien structurée et flexible. Du temps de la royauté et surtout à l'époque de l'Empire, il était territorialement bien organisé et divisé en provinces qui sont gérées de manière directe, gouvernées par des fonctionnaires du royaume, ou de manière indirecte. Elle était officiellement indépendante, mais devait payer un tribut au royaume. Donc nous avons ici le système de vassalité, à savoir donc dans un empire, le centre commande la périphérie qui intervient en donnant par exemple des taxes et voilà. Par exemple, ici on a le Galadima qui était censé être le vice-roi de la partie occidentale du royaume, donc ce côté du Bornou. Il avait sa propre capitale à Nguru. Lorsqu'il était présent à Birni, il faisait partie des membres à part entière du conseil. Bien qu'il soit difficile de tirer des conclusions globales sur la nature du pouvoir politique pour une période de plus de 1000 ans d'histoire, certaines caractéristiques semblent avoir été constantes dans l'histoire du Kanem Borno. La tradition orale indique, ou bien aussi les sources laissées par des écrivains de la région, indiquent que la famille royale était au cœur du système politique. Et que pour éviter les guerres de succession, ce qu'ils appellent le Shiroma, généralement le fils aîné ou le frère du Mai, donc de l'empereur, avait été désigné de son vivant comme héritier du trône. Les membres de la famille royale étaient également d'importants titulaires de charge. Il est connu pour des périodes récentes, le rôle prééminent par exemple de la mère. On peut, comme ce que nous avons vu dans l'Empire du Bénin, ici la mère donc jouait un rôle très important. Et c'est pas par hasard que le Diwan mentionne l'origine ethnique des mères des 10 premiers rois. C'est vraiment une des spécialités du Kanem Borno. Ici, la reine-mère, on l'appelait la Majira. Elle détenait pendant longtemps le plus grand nombre de fiefs du royaume. Il y a aussi un autre élément important de la place des femmes dans la gestion politique, c'est la place de la première épouse. Nous sommes dans une région où il y avait quand même la polygamie et le roi peut avoir jusqu'à 4 femmes, mais la première épouse, qu'on appelle le Gomsu, avait une forte responsabilité, des devoirs dans le palais, et c'est elle qui commandait un certain nombre de choses. Par exemple, une de ses fonctions était par exemple de recevoir, de gérer et de guider un certain nombre de dossiers, surtout dans ses relations avec les familles ou bien certaines royautés ou certaines questions sociales. Cependant, le pouvoir politique aussi dans le Kanem Borno, comme les autres empires, est décentralisé. Et c'est ça qui faisait la force de ces empires africains, c'est qu'on n'était pas dans un pouvoir centralisé comme nous l'avons aujourd'hui avec nos États. Chacun des royaumes qui faisaient partie de l'empire avait aussi soit ses gouverneurs ou ses ministres qui exerçaient et qui étaient en connexion avec le pouvoir central. C'est ça qui faisait absorber la tension et fait en sorte que les empires ont vécu très très longtemps. Ils n'étaient pas seulement donc détenus par la famille dirigeante. En effet, les membres du conseil étaient également chargés de gérer des affaires politiques. Il apparaît qu'il y avait une douzaine de membres dans ce conseil et qu'en dehors de ses descendants, des proches conseillers, des CFA, leur fonction n'était pas ici héréditaire. Les conseillers ne devaient être
nommé ou élu, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose d'héréditaire ici. Il serait difficile d'attribuer un rôle spécifique à chacun des membres du conseil au cours des siècles, mais certains titulaires semblent exercer les mêmes rôles. Par exemple, ce qu'on appelle le Manin Kenandi était le conseiller islamique du Maï, alors que le Kaigama était en charge des armées du Kanem Borno. Et ceci est raconté dans un des articles très pertinents d'un monsieur qui s'appelle Iri Baren, qui a écrit un magnifique article sur le Kanem Borno. Le premier était un chef donc personnel ou détenteur de un certain nombre de pouvoirs, et il s'appelle le Shimaïdibe, et il possédait Shimaïdilibe. Il possédait un fief sur les gens. Le second s'occupait du territoire. Dans ce cas, le détenteur du fief, le Shimaïdilibe, était responsable d'un territoire spécifique. Ce système permet à l'Empire de contrôler la population sédentaire ainsi que d'intégrer ces sujets nomades ou semi-nomades tels que par exemple les Arabes Chouva qui étaient des peuples nomades, mais de les contrôler aussi. Cette structure administrative était effective dans la métropole de Borno alors que les régions satellites étaient encore administrées par un souverain local. Par exemple, le sultanat de Zender. Zender, c'est dans l'actuelle République du Niger, dans le nord du Niger. Ici, il y avait la politique était semi-autonome, mais faisait toujours partie du Kanem Borno. Et ça a duré jusqu'au 19e siècle. Comme j'ai dit, cette pratique a toujours permis à l'Empire de contrôler des espaces très lointains et de ne pas trop créer des tensions, des révoltes. L'avantage avec le système politique Kanem Borno est qu'il favorisait le contrôle, le service militaire et la taxation de toutes les populations des territoires soumis au pouvoir central de l'empereur, tout en tenant compte des différences ethniques, religieuses, sociales des peuples sédentaires et nomades qui l'habitaient. Ici, donc, la cohésion sociale faisait qu'on respectait, on donnait aussi une importance à la diversité ethnique, à la diversité donc des peuples. Les propriétaires des fiefs vivaient dans la capitale et les décisions au niveau local ou régional étaient laissées aux chefs ethniques traditionnels. Cette méthode sert de maître politique car elle était répartie en un certain nombre de points, par exemple la monarchie, l'élite, les communautés, etc. Rappelons un autre élément important, c'est que l'islam a joué un rôle de premier plan dans la vie politique de Kanem Borno. Avec l'islamisation de la région, on va voir donc progressivement, on va vers une pas de théocratisation, mais quand même, l'islam va être présent. Très tôt, les rois du Kanem portaient, par exemple, comme je l'ai marqué, le titre de Maï, qui est parmi les premiers à embrasser l'islam dès le 9e siècle, à l'instar de l'Empire du Mali, dont nous avons parlé. La conversion à la religion musulmane fut une affaire de lutte au début, avant que les populations, par exemple, ne se convertissent. C'est soit pour avoir des alliances, avoir des armes, faire du commerce. En général, c'est comme ça que les souverains africains se sont convertis dans les religions, soit l'islam ou le christianisme, avant que les populations n'aient suivi. Lorsque le Kanem Borno fusionnaire et le Borno fusionnèrent et devinrent un empire, le Kanem connut une grande réputation pour sa culture islamique. Plusieurs de ses mailles, donc ses souverains, ses rois, entreprirent le pèlerinage au lieu saint de l'islam et s'engagèrent dans la construction de mosquées dans l'empire du Kanem Borno. Ça nous rappelle les grands pèlerinages de Mansa Moussa, d'Askia Mohamed, à la Mecque dans l'empire du Mali ou du Songhay. Comme ailleurs dans les grands empires africains, la religion musulmane joue un rôle politique considérable. Au Kanem Borno, l'élément déclencheur de cela a été incontestablement le changement de la dynastie entre les Dougoua et les Saïfawa au XIe siècle. Les Saïfawa, donc, qui se disent avoir un certain héritage yéménite musulman, donc ils vont donner une place importante à la religion musulmane. Et ça va être un des marqueurs de la vie politique. Après avoir bien intégré la cour et été acceptée par les populations, la religion musulmane influença profondément les politiques expansionnistes de l'État. En effet, l'agrandissement du territoire et son développement économique pouvaient être justifiés par la conversion des non-musulmans. De plus, vers la fin du XVe siècle et peut-être bien avant, le Maï
donc le chef de l'Empire, prit le titre également de calife. On voit cette théocratisation donc de l'Empire. Et le trône Seyfawa était également censé être ce qu'on appelle le Dega Lambé, le berceau de l'islam. En conséquence, les Maïs eurent recours à des conseillers lettrés musulmans. En théorie, leur pouvoir ne pouvait pas dépasser les prescriptions de la charia. Nous rentrons carrément dans cet état théocratique et que le Kanem Bornou n'est pas donc un cas particulier. Le recours à une ascendance religieuse musulmane ou à sa création pour justifier le maintien et la pérennité. Ici, on met en avant donc l'histoire, l'islamisation pour garder un peu le pouvoir. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici parce qu'il y a des positions différentes également, mais c'est très important et on peut le voir dans un certain nombre d'articles et de livres consacrés au Kanem Bornou. La justice était vraisemblablement du domaine du roi, tout comme à la cour du Mansa au Mali, par exemple, en dépit de l'adhésion des souverains à l'islam. Cela n'exclut pas que, durant certains règnes, des tentatives aient été faites pour établir une juridiction fondée sur la charia. C'est le cas, par exemple, d'Idriss Alaouma. Sur le plan diplomatique, il faut noter que le Kanem Bornou, déjà du temps de la royauté, disposait d'ambassades au Maroc, à Tripoli, dans l'actuelle Libye, mais aussi dans l'Empire ottoman. Le Kanem Bornou avait réussi à persuader d'ailleurs l'Empire ottoman à entraîner ses soldats dans l'utilisation des armes à feu. À ce titre, il faut rappeler que l'Empire ottoman était un des, sans doute le plus grand empire à cette époque et avait pu avoir la révolution de la poudre à canon, avoir ses armes comme l'Europe l'avait. Et donc, ces alliances-là permettaient aussi au Kanem Bornou d'avoir des armes et de se sécuriser ou de faire des expansions. À ce titre, le Kanem Bornou apparaît donc, comme on le voit, comme une puissance diplomatique majeure de l'Afrique précoloniale. Ses liens avec le reste du monde musulman étaient également importants. Une auberge pour les étudiants et les pèlerins du Kanem Bornou en route vers la Mecque furent construites au Caire pendant le règne du sultan, ou selon le titre Kanouri Maï. L'un des effets les plus connus de l'histoire du Kanem Bornou fut la correspondance entre le Maï Idriss Alaouma et le sultan Ottoman Mourad III dans les années 1570. En effet, le dirigeant du Kanem Bornou souhaitait renouveler une alliance avec les Ottomans. Vous voyez, c'est vraiment un royaume qui avait une approche diplomatique assez offensive, assez intéressante à cette époque-là. Pour finir sur la vie politique et diplomatique du Kanem Bornou, nous devons retenir que tous les États de la région furent directement ou indirectement sous son influence et que son organisation politique inspira aussi bien les peuples Hausa, qui sont des grands peuples de cette région, et les grandes cités-États Hausa vont se constituer autour donc, de cet héritage. Aussi, mais aussi d'autres peuples autour de l'acteur comme les Kotoko, d'autres peuples en Afrique centrale ou dans l'actuel Nigeria, les peuples Bagirmi qui sont dans le sud-est de l'actuelle République du Tchad également, etc. Il y en a beaucoup. Avant de finir, c'est important de mentionner aussi l'organisation militaire du Kanem Bornou. En ce qui concerne donc l'armée, les textes indiquent que le roi disposait d'une troupe permanente. Les témoignages écrits font la distinction entre le Junud, combattant appelé pour une campagne, et le Azaki, soldat de métier. Le Kanem Bornou tirait largement sa force militaire de la cavalerie légère et lourde. Les chevaux ont en effet joué un rôle important en aidant aux conquêtes militaires de l'Empire. Le cavalier était en permanence l'élément central. Et ça, nous avons une source assez importante, savoir l'explorateur allemand Adolf Overweg. Il a fait cette région vers le milieu du 19e siècle, mais il a eu beaucoup de sources sur cette histoire et il rappelle que l'armée contenait 10 000 chevaux répartis entre la cavalerie légère et la cavalerie lourde. On note aussi de grands camps militaires avec les murailles de défense, des sièges à longue durée et une tactique de terre brûlée. Les récits attribuaient la paternité de ces innovations militaires à Idrissa Alaouma, le Maï Idrissa. Une légende raconte qu'avec ce que ce dernier avait fait, ses prédécesseurs, mais aussi ses successeurs, auraient gagné en tout 330 guerres et plus de 1000 batailles. C'est vraiment un empire guerrier qui avait une bonne organisation militaire. Parmi les victoires remportées, on peut mentionner celle de Tripoli en 1500.
1851, c'est pas une mince affaire, par le prédécesseur d'Idrissa Alaouma, donnant au Kanem Bornou l'accès à des mercenaires ottomans qui avaient migré à travers le Sahara. Leur arme à feu et la supériorité technique et tactique aboutirent à des victoires qui facilitèrent la conquête du territoire situé au sud et à l'ouest du Bornou, par exemple. Et ça, nous avons une source de Hanwick, également en anglais, un livre très intéressant qui le mentionne. Comme j'ai dit aussi, l'introduction de la poudre à canon en Afrique subsaharienne fut réellement de courte durée, mais elle a permis quand même au Kanem Bornou d'en profiter. Et aussi, les régiments de Bornou avaient cessé d'utiliser de telles armes à partir du XVIIe siècle. Mais avant le XVIIe siècle, ces armes ont permis au Kanem Bornou de devenir encore plus puissant. Donc, pour terminer avec l'armée, notons que le Kanem Bornou avait un problème pour mobiliser des troupes à partir du XVIIe siècle, surtout que les Européens commencent à s'installer sur les côtes, apporter d'autres armes et donner de la force à certains autres royaumes. On va avoir quelques petits problèmes. La réorganisation de l'armée par Idrissa Alaouma a permis la domination d'un vaste territoire afin d'aboutir à d'obtenir des hommages des régions conquises. Néanmoins, on va avoir des insurrections, notamment des insurrections de Touareg, de Toubou depuis le nord, qui va être un élément qui va affaiblir l'Empire. On va voir que l'Empire va perdre progressivement son emprise sur le territoire du désert de cette région et sur la rive orientale du lac Tchad. Et tout doucement, à partir du XVIIe siècle, jusqu'à pratiquement au XIXe siècle, sur une longue période de 200 ans, on voit que le Kanem Bornou va commencer à dépérir progressivement. Donc, nous allons alors aboutir à une longue période de déclin. Nous allons finir ici la présentation avec le déclin du Kanem Bornou. Rappelons que la décadence s'explique par plusieurs facteurs. Et sur le plan interne, comme je l'ai mentionné, ce sont les crises de succession qui ne sont pas à minimiser. Le problème de succession se posait en effet avec acuité. Une question centrale était soulevée: qui devait succéder au roi, son fils, son frère, etc. Alors, avant véritablement l'islamisation, le système matriarcat était en présence, mais avec l'islamisation, on va passer du patriarcat. C'est un peu comme le Congo également, avec le christianisme, mais également un certain nombre de royaumes en ce qui concerne la succession. Comme dans les autres empires traités sur le Moyen-Âge africain, on peut dire que l'instabilité politique fait partie des facteurs qui ont favorisé la décadence du Kanem Bornou. En dehors de ce facteur, l'un des éléments les plus importants également de la déstabilisation du Kanem Bornou, c'est celui des menaces venues de l'extérieur. Par exemple, en 1808, le conquérant musulman Othman d'Amfadjo tenta de conquérir le Bornou pour l'intégrer au califat de Sokoto. Ici, donc, ce sont des Peuls qui ont créé un grand royaume dans le nord Nigeria. Et on parle ici d'une invasion menée en partie par des Fulani. Au Nigeria, on appelle les Peuls les Fulani. Mais aussi, il y avait des Hausa, parce que les Fulani ont répandu un grand royaume et font une coalition avec les Hausa ensuite. C'est une expansion démographique vers le Xe siècle qui s'achemine. Après une défaite de la destruction de la capitale Birni Gaza Garmo, Mohamed El-Kanemi, un érudit du Kanem, organisa la défense de l'Empire et remporta une bataille militaire, diplomatique et religieuse contre Danfodjo. En effet, dans sa correspondance avec le sultanat de Sokoto, El-Kanemi prouva qu'il n'y avait aucune raison de poursuivre le djihad à Bornou puisque les habitants pratiquaient une forme pure de l'islam. Si vous voyez, les empires africains aussi de cette période-là utilisent la religion pour créer des États politique tout simplement. On l'observe la même période avec l'expansion musulmane sous El Hadj Omar, sous Ahmadou, sous Samori Touré, etc. El-Kanemi, qui fut par la suite appelé Cheikhou de Bornou, réussit à établir son propre pouvoir et fonda une nouvelle capitale à Koukawa en 1814. Et c'est véritablement une stratégie qui l'a permis de faire face à l'invention de Danfodjo, mais son royaume quand même, son empire va être affaibli par ces menaces-là et ces guerres qui ont eu lieu avec lui. Ces événements sont relativement bien connus en raison des écrits de voyageurs européens, puisque le 19e siècle, il y a beaucoup d'Européens qui ont quand même visité cette région et qui ont été des témoins oculaires. Nous pouvons citer Dixon Dehman, Hugh Clapperton, Henry Barth. Les deux premiers étant des Anglais. Barth est un
Pars et Nachtigal sont des Allemands. La troisième dynastie du Kanem-Bornou, celle des Kanemi, fut de courte durée car Rabi al-Zubayr, donc Rabat dont nous avons parlé au début, était décrit comme, d'après les sources européennes, comme un seigneur de guerre, mais ce n'est pas forcément cela que les sources locales disent. La conquête européenne à la fin du 19e siècle divise alors le Bornou entre la colonie allemande du Cameroun et la colonie britannique du Nigeria, sans oublier l'occupation française du Tchad et du Niger. Donc au 19e siècle, le Kanem, qui n'était que l'homme de lui-même, va être conquis par l'armée, par les différentes puissances coloniales et ne pourra pas se défendre. Un autre facteur de taille qu'on peut ranger parmi ceux qui ont favorisé le dépérissement du Kanem-Bornou, c'est celui lié aux attaques répétées par les populations du nord et de l'est, en l'occurrence les Toubous et les Touaregs, dès le XVIIe siècle, comme nous l'avons mentionné. Ces assauts répétés poussèrent le Kanem-Bornou à abandonner une partie de son territoire, notamment tout ce qui concerne la Libye actuelle et tout le nord vers le Fezzan, etc. Toutefois, avant ces événements historiques des XVIIIe et XIXe siècles, le facteur le plus grave est celui de la déstructuration qui a commencé avec la traite esclavagiste des Noirs par les Arabo-musulmans et s'est accentuée par la traite transatlantique sur les côtes. La pratique d'esclavage des Noirs d'Afrique a mis progressivement fin à la cohésion sociale des sociétés africaines. On va commencer à esclavagiser des peuples vaincus, d'autres ethnies, etc. Et ça va créer des problèmes entre les populations qui ne se font plus confiance. En devenant musulmans, par exemple, les convertis africains avaient oublié leurs racines africaines profondes. Ils ont tout simplement accepté et intégré la servitude démesurée d'autres Africains comme eux dans leur système politique et social sous prétexte que ces derniers n'étaient pas musulmans, par exemple. Ils ne voyaient pas l'africanité, ils ne voyaient pas l'héritage historique passé, ils ne voyaient pas tout ça, ils voyaient maintenant le facteur religieux. Et c'est ça aussi l'utilisation des religions dans la destruction des sociétés africaines. Ceci fut une erreur monumentale parce qu'ayant mis fin à la cohésion sociale, affaibli les populations et perturbé grandement la production économique. Il faut noter que l'expansion de l'islam au Soudan central n'a pas toujours été exploitée de façon positive par les dirigeants africains et leurs alliés arabo-musulmans. Le Kanem-Bornou en est une parfaite illustration. Ce vaste État fédéral, en plein cœur de l'Afrique, a pratiquement institutionnalisé l'esclavage des Noirs, tirant profit de cette pratique, mais sans savoir que c'est cela qui allait le détruire complètement. Plus grave, la pratique de la traite transsaharienne des Noirs inspira les Européens qui avaient des moyens plus sophistiqués et qui ont saigné démographiquement l'Afrique à partir du XVIe jusqu'au XIXe siècle. Voilà l'histoire de ce grand Kanem-Bornou qui au début était un petit royaume devenu un grand empire et qui a le privilège d'avoir la plus grande longévité de politique économique en Afrique de l'Ouest centrale, en Afrique tout simplement. Compte tenu donc de cela, on va dire que le Kanem-Bornou mérite véritablement d'être connu. Et si vous voulez encore davantage comprendre cette histoire, je vous invite à lire mon livre L'Afrique des grands empires, 1000 ans d'histoire, 1000 ans de prospérité économique, d'unité politique, de cohésion sociale et de rayonnement culturel. Et nous avons aussi produit un petit livre pédagogique d'une 70 de pages sur le Kanem-Bornou, donc que vous pouvez également lire, trouver sur la plateforme Amazon ou d'autres sites, ou bien la maison d'édition, les éditions AB Al-Keboulan, par exemple. En conclusion, sur le Kanem-Bornou, nous retenons que le Kanem-Bornou, il a une histoire très très longue, de plus de 10 siècles, et il a marqué l'époque médiévale de l'Afrique et même aussi l'époque post-médiévale sur les plans politiques, économiques, sociaux et religieux. Si le Kanem-Bornou doit en partie sa réussite à la prospérité économique liée au commerce transsaharien et ses relations avec le monde musulman, il doit aussi son déclin aux relations nouées avec le monde extérieur, avec la pratique à outrance de l'esclavage des Africains noirs qui a mis fin à la cohésion sociale, affaibli l'Empire et provoqué des révoltes dans les différentes provinces et royaumes vassaux de l'Empire. Notons enfin qu'après la Première Guerre mondiale, le territoire du Bornou a été unifié sous l'administration britannique et a été officiellement réuni au sein du Nigeria indépendant en 1961.
sans pouvoir politique officiel au Nigeria. Les descendants d'El Kanemi sont toujours des cheikhs du Borno, donc l'état actuel de Borno dans le Nigeria. Telle est donc la fabuleuse, magnifique histoire du Kanem Borno. Il y a beaucoup de livres là-dessus. Vous avez Al-Khali, A Tentative of Construction of Political System and Administrative Structure of Borno under the Saifawa Dynasty. Vous avez le livre de Barkindo, Kanem Borno, Its Relation with the Mediterranean Sea, Bagirmi and Other States in the Chad Basin. Vous avez beaucoup d'autres livres, Bernard par exemple, The Sehu of Kukawa, et History of Al-Kanemi Dynasty of Borno. Tout ça, c'est des livres qui apportent une connaissance sur cet empire-là. Ou vous avez Cohen, The Kanuri of Borno, Case Studies in Cultural Anthropology. C'est beaucoup de livres écrits par des spécialistes, notamment des anglophones du Nigeria ou bien du monde anglophone. Mais aussi il y a des livres en français, par exemple de Dewey, le discours historique de l'État du royaume Borno, etc. L'ange, la contribution à l'histoire dynastique des Kanem Borno, origine jusqu'au début du 19e siècle. C'est vraiment beaucoup de... Vous avez aussi un chapitre de Djibril Tamsina, Histoire générale de l'Afrique, volume 4, où il mentionne également le Borno. Vous avez pas mal de livres sur le Kanem Borno qui méritent d'être lus et puis mieux compris. Voilà, je vais m'arrêter là et vous souhaite une excellente journée. On vous donne rendez-vous bientôt pour notre prochaine émission sur le Congo, le Grand Congo, qui n'est pas forcément le Congo d'aujourd'hui, République démocratique ou le Congo, mais un vaste ensemble également au cœur de l'Afrique centrale. Nous verrons ça plus tard. Merci beaucoup, à la prochaine.